Nous voici à présent à Saint-Omer, un petit village de 170 habitants situé en plein cœur de la Suisse normande, à 40 km de Caen. Cette commune, caractérisée par ses nombreuses exploitations agricoles, est également réputée pour son église paroissiale, classée au patrimoine culturel de France. C'est un petit village avec un prieuré. Bon, vu de près, il est un peu délabré, mais on a un joli paysage, c'est verdoyant, il y a des vaches dans les prés, c'est fleuri, c'est vallonné. Paysage de carte postale. C'est dans ce paysage rural, au lieu-dit réel, que vivent Monique et Étienne, un couple de septuagénaires, en apparence sans histoire. Installés dans une ferme reculée, ils y ont bâti toute leur vie. C'est un endroit un peu étrange avec une petite chapelle en avant-plan, une maison tout au fond du jardin, pas de voisins, un endroit assez mystique. Ce 9 décembre 2011, à Saint-Omer, c'est une journée comme les autres qui débute. Étienne part exercer sa profession de magnétiseur dans la chapelle de la propriété. Étienne, il part vers 9h30. Il a son épouse Monique chez elle, comme régulièrement. Il travaille toute la journée. Une journée bien remplie où il reçoit de nombreux clients. La journée s'écoule et à 22h30, comme à son habitude, Étienne regagne la maison. En entrant chez lui, le magnétiseur remarque un étrange désordre. Et Monique, sa femme, n'est pas là. Mais alors qu'il arrive dans la cuisine, il est saisi par une vision d'horreur. Là, il découvre le corps de Monique, voilà, ensanglanté. La scène est particulièrement violente. Face au septuagénaire, gît le corps sans vie de son épouse. Allongée sur le sol, près de l'évier, elle baigne dans une mare de sang. Il se rend immédiatement compte qu'il y a eu un drame qui s'est produit et que ça n'est pas une simple chute ou un problème cardiaque. Sous le choc, Étienne réussit à garder son sang-froid. Il alerte immédiatement la gendarmerie. Que s'est-il passé dans cette ferme de Saint-Omer? Qui a pu s'en prendre aussi violemment à sa femme? Et comment se fait-il que depuis la chapelle où il travaillait, le magnétiseur n'ait rien entendu? À Saint-Omer, il ne faut que quelques minutes aux gendarmes de Falaise et de Pont-d'Ouilly pour arriver sur les lieux du drame. Dans la cuisine, ils se penchent immédiatement sur le corps de la femme de 72 ans et dressent les premières constatations. Les militaires constatent que le crâne de la victime a reçu de multiples coups avec des projections de sang sur différents lieux de cette cuisine, sur certains appareils électroménagers, sur le sol. On a une vision qu'on peut qualifier d'horreur. Elle est dans un état qu'on a rarement l'habitude de voir, sauf dans des scènes de crimes affreuses ou en cas de guerre où on a une mutilation de cette personne-là. Pour comprendre ce qui a bien pu arriver à cette septuagénaire, les gendarmes inspectent la propriété. Et un premier élément les interpelle. La maison a été plus ou moins fouillée, des choses ont été renversées, quelques objets ont disparu, mais pas obligatoirement des objets de valeur. Enfin, tout donne l'impression d'une scène, d'un cambriolage hâtif. Le cambrioleur aurait été surpris par Monique, un témoin gênant dont il se serait alors débarrassé. De son côté, le mari de la défunte, toujours sous le choc, dit ne rien avoir remarqué d'anormal durant la journée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la ferme. La seule chose que Étienne expliquera aux gendarmes, c'est que le coffre-fort qui était à l'étage a disparu. Il y avait 20 000 euros en numéraire à l'intérieur. Il s'agissait de billets de banque qui étaient le fruit de l'activité de magnétiseur de l'époux de la victime. Mais, fait étrange, les gendarmes ne relèvent aucune trace d'effraction.
Monique aurait-elle ouvert la porte à son agresseur? Et donc, le connaissait-elle? Quelqu'un qui connaît parfaitement le mode de fonctionnement de la famille, qui sait par quelle porte entrer, pourquoi pas où se trouve la clé, comment pénétrer, par quelle issue, par une fenêtre, par une porte, avec tel ou tel moyen. Les enquêteurs de la section de recherche de Caen sont appelés en renfort. Et dans un premier temps, leurs soupçons s'orientent vers les proches de la victime. En premier lieu, le mari, Étienne. Alors Étienne a un alibi en béton puisqu'il travaille dans sa chapelle. Effectivement, les patients témoigneront en disant qu'effectivement ils ont été vus, consultés par Étienne ce jour-là. De même, l'audition des enfants de Monique, Samuel et Armel, ainsi que celle du gendre, ne donne rien. Tous ont un alibi. Les gendarmes comptent donc sur les vidéos des caméras de surveillance installées autour de la propriété. On ne pourra pas savoir, à la lecture des vidéos qui ont été enregistrées, ce qui se passe dans la partie où on a trouvé le cadavre de Monique, car la caméra ne surveille absolument pas ce secteur-là. L'enquête piétine, mais très vite, un rebondissement va se produire. Le lendemain, tous les militaires se mettent sur l'affaire, qui est hors norme. Ils quadrillent tout le secteur et ils vont découvrir à 400 mètres de la maison, en plein milieu des champs, une bûche ensanglantée, le coffre-fort, tout ça dans un sac, avec des traces d'ADN. On a l'outillage également qui a servi à ouvrir ce coffre-fort qui est retrouvé vide. La bûche pourrait bien être l'arme du crime. Immédiatement, les enquêteurs procèdent à des prélèvements ADN et espèrent confondre rapidement le meurtrier de la vieille dame. Que vont révéler ces tests ADN? Monique aurait-elle été tuée sous des coups portés par un proche? Et pourquoi un tel acharnement? À la section de recherche de Caen, en attendant le rapport d'autopsie, les enquêteurs tentent d'établir l'heure du crime. Ils interrogent alors toutes les personnes présentes à proximité de la ferme ce jour-là. Au cours de leurs auditions, 2 témoignages vont attirer leur attention. D'abord, il y a le facteur qui va passer vers 12h, 12h05 et en dépit de ses appels au klaxon, Monique ne va pas répondre, contrairement à ses habitudes, puisque régulièrement elle venait à sa rencontre. On est toujours content de voir du monde. On saura également qu'une patiente d'Étienne s'est trompée en fait de porte. Au lieu d'aller dans la chapelle, elle a été dans la maison. Là, elle va entendre des bruits suspects, une sorte de gémissement. Elle pensera que c'est un animal et elle laissera tomber, elle retournera faire sa consultation. C'est les 2 seuls éléments qu'on a pour trouver une chronologie, enfin un horaire du crime. Donc sans doute avant midi. Les résultats des experts légistes arrivent alors et confirment l'heure du crime, entre 11h30 et midi. Ils indiquent également que Monique aurait agonisé dans sa cuisine pendant près d'1 heure. L'autopsie du cadavre de la défunte révélera, c'est qu'elle a été frappée à 7 ou 8 reprises, des coups extrêmement violents, et même encore lorsque la victime se trouvait à terre. À Saint-Omer, la nouvelle fait vite le tour du petit village. Le meurtrier serait dans la nature. La psychose s'installe. Au début, c'est bien sûr la grosse inquiétude. Tout le monde se dit si ça aurait pu être moi, est-ce qu'il ne va pas y en avoir un deuxième? De leur côté, à la gendarmerie, les enquêteurs se penchent sur le profil de la victime afin d'y trouver une piste éventuelle. À 72 ans, Monique est une enfant du pays qui a bâti toute sa vie dans la campagne normande. Monique, c'est une femme qui est un peu âgée, dont tout le monde dit qu'elle est très chaleureuse, très attentive aux autres, très aidante. C'est quelqu'un que tout le monde aime bien, qui est une femme affectueuse et qui sait fédérer les gens autour d'elle. Monique rencontre Étienne, son mari, alors qu'elle n'a que 20 ans. 2 enfants naissent de leur union, Armel et Samuel. Aujourd'hui, Monique est une mère et une épouse comblée, et dans la ferme, aux côtés de son époux, elle profite de sa retraite.
Elle a des animaux, voilà. Elle vit paisiblement, elle ne demande rien à personne. Pourtant, quelques mois avant le drame, la mère de famille semblait devenue méfiante et craintive. Elle se sentait pas forcément en sécurité depuis quelques temps au milieu de la campagne, puisqu'il y a eu des vols qui ont été commis, des vols d'antennes, un peu de numéraire qui inquiétaient un petit peu le couple, d'où la caméra installée peu de temps auparavant. Les auteurs de ces vols à répétition sont-ils les meurtriers de Monique? S'agit-il vraiment d'un cambriolage qui a mal tourné? Où la clé du mystère se trouve-t-elle dans l'entourage de la septuagénaire? À la section de recherche de Caen, depuis 3 mois, l'enquête n'avance pas. C'est alors qu'en mars 2012, un témoin vient faire une révélation étonnante sur le mari de la victime. Étienne entretenait une relation extra-conjugale, soigneusement dissimulée également. Et alors, est-ce que n'avait-il pas intérêt à faire disparaître son épouse? Les enquêteurs vont donc s'intéresser de plus près au magnétiseur et à sa mystérieuse activité. Il a une activité qui aspire effectivement au paranormal, avec beaucoup de personnes qui passent. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa chapelle, les incantations, etc. Il a beaucoup de monde. Dans le but d'obtenir des informations plus probantes, les enquêteurs décident de placer Étienne sur écoute téléphonique. Et très vite, ils reçoivent de bonnes nouvelles. Dans les écoutes téléphoniques, que ce soit avec sa maîtresse, que ce soit avec ses proches, que ce soit avec ses clients, il s'interroge sur des vols de numéraires réguliers depuis plusieurs mois, on parle de 2 ans, au domicile, et les soupçons portent pour lui sur son gendre. Immédiatement, les enquêteurs se penchent sur le profil du fameux gendre, âgé de 33 ans. Naufel, c'est quelqu'un de très attachant, de très gentil, très calme. Je ne l'ai jamais vu énervé. Même quand il était déçu de quelqu'un ou de quelque chose, il rigolait, il repartait, une petite blague et on repartait. Naufal est né au Maroc à la fin des années 70. Entouré de ses 6 frères et sœurs, il y mène une enfance heureuse. En 2006, il rencontre Armelle, la fille de Monique et Étienne. Il est alors avocat stagiaire. Éperdument amoureux, le jeune homme décide de s'installer à ses côtés en France. Ensemble, ils se marient et ils ont un petit garçon. C'est une famille qui dégage du bonheur, puisqu'il a une complicité avec les filles d'Armelle qui ne sont pas les siennes, et avec son fils, voilà, une famille recomposée, heureuse. Mais en approfondissant leurs recherches sur Naufal, les enquêteurs découvrent une autre facette de sa personnalité. On va découvrir qu'il avait une vie pas si rangée que ça. Il disait être avocat au Maroc. En fait, au Maroc, il avait une maîtresse au Maroc. Une double vie, pour être clair. Il y allait régulièrement en disant à sa femme et à ses proches qu'il allait exercer son métier d'avocat. En fait, il n'a jamais eu de diplôme. Les gendarmes sont stupéfaits. Depuis des années, à l'insu de tous, le jeune Marocain, soi-disant avocat, alternait en fait les périodes de chômage et de petits boulots. On va se rendre compte que juste avant ce crime, ils avaient vraiment de sérieux problèmes d'argent. Et que les 20 000 € dans ce coffre auraient très bien pu être un mobile. Les enquêteurs épluchent ses comptes bancaires et remarquent que celui qu'il possède au Maroc est régulièrement approvisionné. Et des dépôts en liquide qui finalement, une fois mis en face de la date des vols commis chez ses beaux-parents, s'avèrent être en réalité le produit des vols et non pas d'une quelconque activité professionnelle. L'étau se resserre dangereusement sur le gendre de Monique et Étienne. Grâce à son téléphone portable, les gendarmes tentent de retracer son emploi du temps, le jour du crime.
Les relevés téléphoniques vont établir que le gendre, contrairement à ce qu'il avait déclaré, ne se trouvait pas à Caen, mais à Saint-Omer et à Ussy, dans la matinée du 9 décembre. À ce moment-là, on sent qu'il y a une certaine confusion autour, un flou artistique autour de l'emploi du temps de ce jeune homme qui a dit des choses, mais le portable prouve exactement le contraire. Naoufal devient dès lors le suspect numéro 1. Des prélèvements ADN sont effectués sur lui et le 3 avril 2012, il est interpellé et placé en garde à vue. Lorsque j'apprends ça, j'entends les mots. Je comprends ce qu'on me dit, mais je n'arrive pas à imaginer la chose. Je ne vois pas mon copain dans cette situation. Pour moi, c'est pas lui, ils se sont trompés. Pourquoi Naoufal a-t-il menti sur son emploi du temps? Le gendre de Monique pourrait-il être l'auteur de ce scénario diabolique? Et que vont révéler les analyses ADN? À la gendarmerie de Caen, alors que Naoufal est en garde à vue, les résultats ADN tombent et ils sont formels. La bûche est bien l'arme du crime. Ça corrobore aussi un peu l'hypothèse du crime improvisé, puisque l'auteur a utilisé une arme par destination, comme disent les juristes, qu'il a trouvée sur place. Il n'est pas venu avec un pistolet ou un couteau ou une matraque, il a pris ce qu'il a trouvé, et en plus il a pris une bûche dans la cheminée. Mais surtout, les expertises confirment la présence sur la bûche de l'ADN du gendre de la victime. Tous les éléments qui sont réunis vont désigner Naoufal comme l'auteur, et d'ailleurs assez rapidement il va dire « Oui, oui je reconnais, oui c'est bien moi ». Confronté à ces éléments accablants, Naoufal passe aux aveux. Il doit maintenant s'expliquer sur les raisons de son geste. Il explique que ce jour-là ou la veille, ils ont reçu une lettre de la banque. Une mise en demeure de renflouer le compte, il y a un solde débiteur et la banque ne veut plus attendre davantage. Là, il sait qu'il faut trouver rapidement de l'argent. Je vous rappelle qu'il est censé avoir une activité d'avocat au Maroc et que il est tout naturel qu'on lui demande tu n'as qu'à prélever sur ton cabinet marocain pour renflouer le compte. Il sait donc qu'il faut agir assez vite et il sait aussi qu'il y a de l'argent chez ses beaux-parents. Naoufal prend alors la route de Saint-Omer jusqu'à la ferme de ses beaux-parents. Sur place, il guette les allées et venues d'Étienne et de Monique. Quand il pense avoir le champ libre, il s'infiltre par une fenêtre restée ouverte. Il entre, il se précipite à l'étage, il prend rapidement ce coffre et quand il se retrouve face à sa belle-mère, avec le coffre dans les mains, et bien là, il y a un moment où il perd pied. Naoufal raconte alors aux enquêteurs que la femme de 72 ans lui aurait tourné le dos avant de regagner la cuisine. Démasqué, il va commettre l'irréparable. Il attrape la première chose qui lui passe dans les mains, une bûche de bois, et s'ensuit le massacre. Il porte ses coups. Il est dans un état qu'il décrit un peu comme un état d'ivresse. Naoufal tente de maquiller son crime en renversant quelques objets dans la maison avant de prendre la fuite. De retour chez lui, il force le coffre, s'empare des billets et retourne à la ferme. Il a ramené le coffre-fort, il a ramené le sac poubelle, il a ramené les outils qui ont servi à proximité pour faire croire un cambriolage. Monique est donc bien morte pour 20 000 €. À l'issue de sa garde à vue, l'homme de 33 ans est mis en examen, non pas pour meurtre, mais pour vol suivi de violence ayant entraîné la mort.
Pour Christelli, ami de Naoufal et ancien gendarme, c'est la consternation. Un profil comme le sien, je ne l'avais jamais vu. Et j'ai passé 4 ans et demi en gendarmerie. Et le profil de Mr. Jekyll et Dr. Hyde, je ne l'avais jamais vu en vrai, si ce n'est dans une fiction. Lors de son procès à venir, quelle sera l'attitude de Naoufal face à ceux qui le considèrent comme l'un des leurs? Les jurés lui trouveront-ils des circonstances atténuantes? Et quel sera le verdict pour ce terrible meurtre? Le 27 mai 2014, 2 ans et demi après la disparition de Monique, Naoufal comparaît devant la cour d'assises du Calvados. Un procès très attendu par les proches de la victime. Ils se disent il faut qu'on ait des réponses sur le pourquoi, comment ça s'est passé. Est-ce que Monique, quels étaient ses derniers mots, quel était son dernier regard? Mais dans le box des accusés, l'homme de 35 ans en a décidé autrement. Il reste prostré et s'enferme dans le silence. Naoufal ne veut pas parler aux assises, à personne. Il veut juste que ça se termine, connaître sa sentence et repartir. D'ailleurs, il le dit au procureur. Il l'affirme au juge également. Il veut juste connaître sa sentence. Et quand l'accusé se met à parler, c'est pour dire qu'il considérait Monique comme sa propre mère. Il l'adorait cette femme, il l'adorait. C'est toute l'ambiguïté de cette affaire. Il emploiera d'ailleurs un terme que la cour d'assises n'entendra pas totalement, qui était de dire « À un moment, elle m'a vu, j'ai vu son regard et j'ai eu honte ». Devant les jurés, Naoufal explique que face à cette femme de 72 ans, il a cédé à la panique. On a cette personne qui perd pied complètement. Il dira j'ai pété les plombs, il dira je ne m'explique pas, il dira je ne supportais pas ce sentiment de honte et j'ai voulu en quelque sorte l'effacer en mettant un terme à sa vie. Pour lui, il y a un moment d'inexplicable. On est au stade de l'inexplicable. Une explication qui ne convainc ni les avocats, ni la famille de Monique. Je pense que le déroulé des faits montre que le coup porté à sa belle-mère n'est pas le fruit d'une panique. Parce que quand on panique, on peut donner un coup de manière affolée et puis tout de suite se reprendre, appeler les secours. Là, il y a une sorte d'acharnement. Et donc je pense qu'on peut en déduire, de manière assez évidente, qu'il a véritablement cherché à la tuer. Après 3 jours de procès, Naoufal est condamné à 25 ans de prison. Mais pour les proches de la victime, cette sentence est encore trop clémente. Toute l'Assemblée crie à l'injustice, car c'est trop peu. Retirer la vie à une mère, retirer la vie à une grand-mère, retirer la vie à une femme, 25 ans c'est trop peu. Je m'attendais à perpétuité. À Saint-Omer, 5 ans après les faits, Étienne vit toujours dans sa ferme. À 76 ans, il a repris son activité de magnétiseur. Armelle, quant à elle, a divorcé de Naoufal. Aux côtés de ses enfants, elle tente de tourner la page. Ce sont des gens qui sont encore terrassés par la perte de Monique et par la découverte de la personne qui a tué Monique. Jamais cette famille ne se serait imaginé qu'il y avait en son sein un tueur. C'est très difficile à vivre.